Quelle importance du big data pour le Sénégal? La culture des données est-elle une réalité chez nous? Est-il possible d'envisager une politique de rapatriement des données au pays avec la montée des data centers? Comment assurer notre souveraineté numérique? Pour en parler ce dimanche, le Sénégalais Mohamed Moustapha Diouf, plus de 15 années d'expérience à Orange Côte d'Ivoire, Sonatel ou encore la Société nationale des chemins de fer de France, le docteur en informatique, viendra parler d'une problématique plus que jamais d'actualité. À suivre ce dimanche 11 octobre 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons le plaisir de vous parler de Big Data et de données ce dimanche sur e-radio. Bonjour Mohamed Moustapha Diouf. Bonjour Seydina Ousmane, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Mohamed Moustapha Diouf. Vous êtes passionné d'entrepreneuriat. Vous êtes docteur en informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Bordeaux. Bordeaux 1 en France, directeur associé chez Bamtou, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique. Avec 16 ans d'expérience, vous avez eu à travailler chez de grands comptes au niveau international comme national. Parmi eux, on peut citer la Société nationale des chemins de fer en France et la Banque Caisse d'épargne en France, Dynamique.do et JC Deco à Londres et Smile, sans oublier Orange en Côte d'Ivoire ou encore Sonatel Orange au Sénégal. Mohamed Moustapha Diouf, vous êtes un expert dans la mise en place de systèmes d'information, les SI comme on dit, avec un savoir-faire de haut niveau pour les logiciels de gestion intégrée, les ERP, la gestion des données massives, nous y sommes, le Big Data, et l'intelligence artificielle ainsi que leurs applications. Vous intervenez également comme formateur, auditeur et conseiller sur la mise en place de systèmes d'information sur mesure, le Big Data ou les données plus généralement. On en parle ce 11 octobre dans e-Tech sur e-radio. On parle beaucoup de la donnée. Pour démarrer, qu'est-ce que c'est si nous voulons comprendre très vite? C'est simple, hein. On va prendre des décisions très simples pour mieux permettre aux gens de mieux comprendre. Une donnée, c'est une représentation d'une information. Par exemple, aujourd'hui que nous sommes en train de dialoguer ensemble, c'est une information. Oui. Le dernier coup de fil que vous avez passé, c'est une information. Votre dernière transaction bancaire, c'est une information. Donc, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est la même donnée que dans, par exemple, Commission de protection des données personnelles? Effectivement. Donc, c'est exactement la même, les mêmes données dont on parle ici. Donc, sauf que ces données-là sont à caractère personnel. Et finalement, d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a des données qui ne le sont pas? Oui, justement, c'était ma question. Oui, finalement, enfin, si les données, c'est vraiment une représentation d'une information, et elles sont, en grande partie, en tout cas, elles sont personnelles. Maintenant, bon, certaines données peuvent être reversées dans le domaine public, comme les informations qui viennent des États, etc., etc. Oui, et pourquoi les données sont devenues un enjeu finalement mondial? Je rappelle que j'ai reçu dans le cadre de cette émission le Français Adrien Bagvan qui, avec un autre spécialiste du droit français, avait publié dernièrement l'empire des données. On parle vraiment de données, d'empire de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un stade où la donnée concentre énormément d'enjeux au plan international? C'est simple, Seydina Ousmane. C'est aussi vieux comme le monde, hein. Qui détient l'information détient le pouvoir. Donc aujourd'hui, on génère plus que jamais des informations. Et donc, ceux qui sont capables de les stocker et donc de les exploiter, effectivement, en savent mieux que les autres et donc gouvernent le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, face à cette multiplicité de ces données-là, oui, il y a une... tout le monde veut être leader dessus. Oui, mais sauf que, on le dit, vous l'avez dit, les données constituent aujourd'hui un enjeu stratégique au plan international, sauf que la prise de conscience d'une telle importance, elle ne date pas de très très longtemps. Je parle de la prise de conscience internationale avec l'ampleur qu'on lui reconnaît. Ah oui, c'est sûr. Bon, on est en train de vivre une révolution. Donc, certains disent que c'est la 4e révolution industrielle parce que celle des données. Il fut un temps, face à des barrières techniques, on ne pouvait pas gérer cette quantité massive d'informations que nous générions.
Et maintenant, nous le pouvons. Avec la technologie a suffisamment avancé, surtout durant ces 5 dernières années. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les données sont vraiment au premier plan. Parce que sans données, on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions et donc d'avoir les bonnes politiques. Oui, mais sauf que dans nos pays comme au Sénégal, nous n'avons pas encore cette maîtrise parfaite de la donnée. C'est vrai que nous avons l'agence en charge de la statistique et de la démographie, peut-être d'autres agences, mais nous peinons toujours à maîtriser nos données. Dernièrement, un professeur que l'on respecte très bien au Sénégal pour sa franchise, le professeur des universités Abdoulaye Cissé, avait laissé entendre dans nos émissions que Facebook, Google, bref, les GAFA, les géants du numérique, connaissent mieux les Sénégalais que l'État lui-même. Autrement dit, des Sénégalais connus de Facebook qui sont inscrits sur Facebook et qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est des entreprises comme la nôtre, nous nous battons tout le temps pour justement éduquer, vulgariser l'approche orientée données, pour montrer l'importance que ça a. Ça commence à prendre dans certains États, d'autres, pour l'instant, sont à la traîne, mais le cher professeur Abdoulaye Cissé a parfaitement raison. Aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant de la technologie et donc des boîtes qui sont derrière ces technologies-là et donc qui connaissent mieux que quiconque ce que nous faisons. Par exemple, Seydina Ousmane, si je te demande durant les 4 derniers mois, Oui. quels sont tous les endroits que tu as visités, ça va être compliqué et certains que tu as oubliés. Alors que Et dernièrement, Google s'en souvient très bien. Exactement. Dernièrement, il y a un jeune Sénégalais sur les réseaux sociaux qui s'appelle Medtech Cam. Il a analysé pendant 4 mois les données qu'il a pu récupérer sur son compte Snapchat. Oui. Et imaginez-vous, en 4 mois, il a été, tracé 11 193 fois. Wow. C'est énorme. Et ça, c'est juste 4 mois. Et donc, du coup, donc on l'utilise de plus en plus parce qu'on a une explosion de la pénétration du mobile en Afrique et partout dans le monde. Et donc, on génère de plus en plus d'informations. Tout ce que nous faisons, les sites sur lesquels nous allons, qu'est-ce qu'on commande pour manger, les habitudes que nous achetons, etc., etc. Donc, ils connaissent effectivement parfaitement nos habitudes. Et d'où l'intérêt que les États de plus en plus s'arment pour protéger les citoyens, donc pour protéger ces utilisateurs-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près 4,5 milliards de personnes connectées. Oui. Et on utilise souvent ces technologies-là, donc des GAFAM. Et donc, ils ont énormément d'informations. Et donc, il faut des États forts avec des politiques fortes pour justement protéger les citoyens. Oui, toujours dans les préalables des données, on passe au big data, aux grosses données, façon de parler en français. Quand on parle du big data, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'ensemble des petites données qui donnent de grosses données ou bien c'est plus sérieux que cela? Alors, c'est ça, hein, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, une donnée, on peut la définir comme étant une présentation de l'information. Maintenant, ces informations-là, on la génère de manière astronomique depuis quelques années. Et aujourd'hui, donc, pour gérer de manière massive ces données-là, c'est le terme big data dont on parle. Donc, pour faire simple, le big data, c'est 2 choses. Du stockage, donc l'information, et du traitement de ces informations-là pour en tirer de la valeur. Donc, le big data, je le définirais comme ça. Oui, et depuis que Bamtou travaille à sensibiliser à la question au Sénégal et à l'étranger, ça a donné quoi? Alors, bon, comme on dit, hein, c'est le travail de sensibilisation en général, ça prend du temps. Donc, il faut être assez téméraire et patient. Donc, ça commence à avancer. Donc, et surtout les enjeux. Hein, parlons d'abord des enjeux du big data chez Ousmane. Juste quelques chiffres. En 2019, on avait prévu que le chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle, donc à la donnée, serait de 1200 milliards de dollars. Donc, en francs CFA, ça va faire un peu plus de 660 000 milliards de francs CFA. En 2022, donc on estime ça à 3 900 milliards de dollars. Donc, ça va être équivalent à environ 2 millions de milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, derrière le terme, derrière les notions, effectivement, il y a des enjeux donc, de protection, certes, mais des enjeux financiers qui sont énormes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette guerre commerciale qu'il y a entre les États-Unis et
et la Chine. En fait, derrière, enfin, il y a des analystes qui disent que rien d'autre, ce n'est rien d'autre qu'une intelligence artificielle, la 5G. Je pense qu'on va y revenir sur comment cette convergence de technologies-là on a entre le big data, l'intelligence artificielle et la 5G. Donc, voilà. Donc, on y travaille et certaines entreprises l'ont mieux compris que d'autres. Et pour le reste, on continue notre combat ainsi que d'autres communautés. Et d'ailleurs, on organise un événement là-dessus le 14 octobre et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, événement qui va parler du big data, de la donnée, de sa gestion. Mais avant d'aller plus loin, les entreprises européennes, aujourd'hui les GAFA, disons occidentales, l'ont tellement bien compris qu'elles ont pu mettre en place tout un business model à partir de la data. Autrement dit, en se connectant sur Facebook, on croit que c'est gratuit. Or, ça ne l'est pas. Facebook, comme d'autres, qui prennent nos données en échange, qui nous offrent une gratuité de l'accès à leur plateforme. C'est vrai, ils l'ont tellement bien compris que par exemple Facebook, ils ont un projet qui s'appelle Loon, où ce qu'ils font, ils vont aller connecter les personnes qui ne le sont pas. Comme par exemple, ils envoient des ballons hyper connectés dans l'atmosphère et ces ballons-là vont fournir l'électricité, vont fournir la connexion Internet à des zones qui ne sont pas couvertes. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour augmenter leur nombre d'utilisateurs. Je pense que Facebook, ils sont à plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est énorme. Donc, plus ils ont d'utilisateurs, plus ces gens-là utilisent la plateforme, plus ils vont les connaître. Donc, en termes de publicité, également, ils vont pouvoir faire des publicités beaucoup plus ciblées. Et donc, du coup, pouvoir faire payer les gens qui ont des choses à vendre sur le net. Autrement dit, pour faire prendre la pleine mesure de cette problématique à nos auditeurs, à nos téléspectateurs également, façon de parler, comme nous sommes aussi regardés sur YouTube ce dimanche sur e-radio, ça veut dire donc, Mohamed Diouf, qu'il suffisait aujourd'hui que l'ensemble des utilisateurs se déconnectent des GAFA pour que le business model tombe. Ça n'arrivera pas, comme on dit, il n'y aura jamais de démondialisation, il n'y aura jamais de déconnexion, mais si jamais ça arrivait, ça signerait seulement la fin de ces géants, finalement au pied d'argile. Bon, pied d'argile à voir. Bon, un monde déconnecté, malheureusement, c'est trop tard. On voit des fois qu'il y a des pas d'internet, ne serait-ce que d'une heure. Le monde est tellement impacté. On est dépendant de cette technologie-là. C'est une révolution. Une révolution vient avec des avantages comme des inconvénients. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que ces avantages-là, ces inconvénients-là, en tout cas, soient beaucoup plus maîtrisés et en tout cas petites que les avantages. Donc, je pense un monde où tout le monde se déconnecterait, c'est de l'utopie qu'on voit dans les films. C'est pas près d'arriver. Au contraire, on va vers de l'hyperconnexion. On a beaucoup parlé les gens parlent beaucoup d'intelligence des objets. Donc, les objets que nous avons vont être connectés. Et ça, justement, le seul frein qu'on a aujourd'hui, c'est la connectivité. Et il y a la 5G qui est en train d'arriver. Donc, cette 5G-là, d'où cette bataille énorme qu'il y a entre la Chine et l'Amérique, oui. Pour les États-Unis. Donc, celui qui maîtrise la 5G maîtrisera l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, encore peut-être pour nos rappels, pour nos auditeurs, c'est la capacité qu'on a à faire mimer à une machine l'intelligence humaine, pour schématiser. Et donc, du coup, pour le faire, donc, il y a plusieurs techniques, donc ce qu'on appelle le machine learning, où on va donner beaucoup de données aux machines qui vont pouvoir apprendre ces données-là. Donc, plus on a de données, donc on va avoir des algorithmes qui sont très efficaces, qui vont pouvoir penser à peu près comme le monde, à peu près, je dis bien. Et donc, du coup, la 5G qui va arriver va permettre encore, je crains qu'on soit encore beaucoup plus dépendant et beaucoup plus connecté qu'on l'a jamais été jusqu'à présent. Oui, donc ce droit à la déconnexion, on en parle, mais naturellement, j'ai très bien compris que vous n'y croyez pas. Dernièrement, pour faire un clin d'œil à notre actualité, des acteurs, par exemple, de la société civile ou pas, demandent à quitter, par exemple, à se déconnecter de tel opérateur. Ils le font via l'opérateur pour lancer le message. Et souvent, ce qui arrive avec Facebook annuellement, des acteurs passent par Facebook pour demander à qu'on se déconnecte de Facebook. Ce n'est pas contradictoire un peu du point de vue de l'observateur que vous êtes?
Ah oui, bon, c'est contradictoire. Bon, maintenant, bon, le droit à chacun de manifester son mécontentement, ça, je respecte, il le faut, hein, il le faut. Donc, j'ai suivi donc, également ces événements-là. Et ça montre encore la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces technologies-là. Aujourd'hui, je pense, comme vous ou comme moi, rester une heure sans connexion, ça va être compliqué. Le nombre de fois où on regarde notre mobile pour regarder quelles sont les informations qu'on a, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et je pense que oui, ça va aller encore euh, en augmentant. Ouais, se déconnecter en tout cas, ça va être compliqué une nouvelle fois. Oui, et que dites-vous, Mohamed Diouf, à ces Sénégalais dont la vie a été dévastée, hein, pour le dire comme ça, par les données, soit parce qu'elles avaient une vidéo, une photo intime Mm. qui tombe finalement sur Internet, à toutes ces personnes-là déçues d'Internet, vous dites quoi? Alors, déjà, je pense que c'est là où le rôle de l'État entre en jeu. C'est dans son rôle d'éducation de la population. Ces personnes-là, il faut les éduquer. Donc, enfin, comme tout début, hein, en tout début de révolution, certains ont du mal à bien utiliser cette révolution-là. Et malheureusement, au Sénégal, de plus en plus, on voit ce genre de faits divers dans les journaux où des photos ou d'autres informations personnelles sont divulguées. Ce que je veux dire, c'est que toute personne qui utilise une technologie connectée, elle doit cette donnée-là est sauvegardée. Et que, à un moment donné, quelqu'un qui sait avoir les outils qu'il faut peut y accéder. Donc, il y a certaines informations ou certaines choses qu'il ne faudrait sans doute pas mettre en ligne parce qu'on ne pourra jamais les supprimer complètement. Vous l'avez dit, Google qui nous renvoie régulièrement l'historique de nos itinéraires, par exemple, si on est à Dakar, et de l'autre côté, des États dont on dit qu'ils ne connaissent pas leur population. Mais est-ce que l'État devrait tout savoir de nous? Est-ce que Google devrait tout savoir de nous? Encore que peut-être je pose une fausse question parce que vous me répondrez que tout ce que Google sait de nous, c'est nous qui l'avons permis. Euh, enfin, bon, qui leur ont permis, même si de plus en plus on n'a plus le choix, hein, parce que des fois, lorsqu'on refuse les conditions d'utilisation de ces services-là, bon, tout simplement, ton mobile ne sert plus qu'à répondre au téléphone. D'ailleurs, est-ce que ces conditions, on les lit? Je ne pense pas. Ça Non. fait on défile, après on clique sur accepter. Et puis, en plus, il faut être aussi un juriste bac plus 12 pour comprendre ce qui est dit dedans. À un moment donné, bon, on y va en se disant que, comme je disais, chacun doit savoir, doit pouvoir s'auto-éduquer. Il y a des choses à faire sur le net, d'autres qu'il ne faut pas faire. Et donc, du coup, je pense que, euh, ouais, c'est encore ce travail d'éducation-là. On parle, oui, Ousmane? Oui, non, allez-y, je vous écoute religieusement. Ouais, donc on parle beaucoup d'État depuis le début. Hein. Je pense qu'on parle beaucoup aussi de souveraineté numérique. Je pense que dans les traditionnels, on définit une souveraineté comme étant le pouvoir exclusif d'un État sur un territoire, sur une population. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que le monde numérique vient bouleverser cette souveraineté-là. Aujourd'hui, c'est que les GAFAM ou d'autres entreprises sont capables de détenir comme information dans un pays, même les États ne peuvent pas le faire. Le très connecté, très moderne séeréer Mohamed Moustapha Diouf, invité de ITEC ce 11 octobre sur e-radio, docteur en informatique de la faculté des sciences de l'Université de Bordeaux 1 et directeur associé chez Bamtou, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique au Sénégal. Mohamed Moustapha Diouf s'emploie depuis quelques années à sensibiliser davantage la population et les pouvoirs publics à ce que c'est la donnée et autour des enjeux qui gravitent autour de cette problématique. Très rapidement, Mohamed Moustapha Diouf, avant d'aller à la pause, aujourd'hui, la question de la cybersécurité, de la cybercriminalité, parce qu'elle est fortement liée à l'exploitation de la donnée, elle doit être envisagée comment? Parce que
de tout temps, on parle de cybercriminalité. Est-ce qu'il n'y a pas une overdose quelque part qui ferait que l'auditeur, en tout cas le citoyen, se montre un peu blasé? Oui, c'est vrai qu'à force d'en parler, hein, on se montre blasé, alors qu'il ne faudrait pas, parce que un détournement des données pourrait avoir des conséquences tragiques sur des accès à des crédits que l'on demande ou pas. Enfin, on a même fois entendu une personne qui n'a pas été recrutée parce que, bon, maintenant, enfin, quelqu'un qui recrute va directement aller sur les réseaux sociaux, taper le nom de la personne et des fois peut voir des choses ou bien des vidéos assez compromettantes. Donc, au contraire, et j'insiste, hein, c'est vraiment ce travail d'éducation de la population, mais aussi l'État doit au lieu d'encourager les gens à se déconnecter, avoir des moyens et des mécanismes pour justement protéger les gens. Donc, avoir une politique de sécurité avec des experts qui vont définir cela afin de s'assurer que ces données-là ne seront pas utilisées autrement. On peut le voir, hein, donc en Europe, le SGPD, ça marche très bien. Aujourd'hui, avec tous ces textes de loi-là qui permettent de protéger le consommateur européen, c'est ce genre de choses-là qu'on doit avoir dans nos pays. Et bon, la CDP est en train de faire un excellent travail. Bon, il nous faut plus d'outils. C'est nouveau, on va être patient. Mais en plus de la protection des données, il y a quelque chose de plus important, c'est les algorithmes. Parce que les données en tant que telles, d'accord, je vole tes données, Ousmane. Si j'en fais rien, à la limite, c'est pas très important. Maintenant, quels sont les algorithmes que je peux utiliser dessus pour savoir, Ousmane, en général, à quelle heure il rentre chez lui, par exemple. Si je veux l'intercepter, c'est à tel endroit où je dois me situer à telle heure, par exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder à la télé? Qu'est-ce qu'il a dans son frigo? Parce qu'on va arriver, maintenant, on va vite avoir des frigos qui sont connectés. Et tout ça, ça part. On parle d'objets connectés d'ailleurs. D'objets connectés. Et tout ça, ça part d'une bonne intention, hein, de savoir ce qu'il y a dans le frigo, de pouvoir proposer des recettes qui vont avec, qui pourront être cuisinées, et puis aussi de lutter contre le gaspillage. Mais après, derrière, bon, il y a des gens mal intentionnés qui vont venir utiliser ces données-là autrement. D'où encore un état fort, très important de ces problématiques-là, donc de données, d'intelligence artificielle, afin de mettre la réglementation en place et les ressources nécessaires pour protéger ces citoyens. Oui, quand notre smartphone d'ailleurs s'occupe de notre poubelle là, en nous rappelant que le moment est venu peut-être de sortir la poubelle, Mohamed Moustapha Diouf, invité d'ITEC ce dimanche sur e-radio. Une ou deux questions encore avant d'aller vers la pause de 25 minutes et nous retrouver juste après. Internet des objets et sécurité, on en parle mais très très rarement parce qu'effectivement l'IoT occupe une place importante. D'autant plus que l'Internet des objets pénètre aujourd'hui notre intimité. Nous le recevons, nous acceptons de l'admettre au sein de nos familles. En retour, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Est-ce qu'une personne mal intentionnée, vous avez laissé entendre le mot, ne se connecterait pas à quelque chose admis au sein de nous-mêmes pour nous espionner, ce qui arrive d'ailleurs? Bien sûr, mais ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais encore, il faut apprendre à vivre avec. Ces objets connectés-là, donc, comme on apprend à vivre avec le virus? De nouveau. Comme on apprend à vivre, exactement, c'est dans Ousmane. Et donc, ces objets connectés-là, nous en sommes au tout début. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que les choses vont tellement vite. Oui. On ne se rend pas compte de la révolution qu'on est en train de vivre. Et on n'en est qu'au début. Les objets connectés aujourd'hui, le gros frein qu'on a, c'est la connectivité. J'en ai parlé, la 5G. C'est pour ça que la 5G est vraiment stratégique. Oui. Donc, on est en train de tester ça, donc en grande nature dans beaucoup de pays. Donc, ça va arriver, comme la 4G aujourd'hui, et c'est plutôt bien démocratisé, même en Afrique. Donc, ça va arriver. Et donc, lorsqu'on va avoir ça, on va pouvoir connecter beaucoup plus d'objets. Et donc, ces objets-là, maintenant, ceux qui sont en train de les concevoir doivent avoir ce qu'on appelle dans le jargon de security by design, donc de pouvoir mettre beaucoup plus de sécurité. Parce que les attaques informatiques qu'on a eues ces 2-3 dernières années n'ont jamais été aussi virulentes. Parce que tout simplement, des pirates arrivent à se connecter à des objets connectés et puis les détournent pour faire des attaques par force brute. Et bon, plus on va avancer, plus on va maîtriser également et donc l'aspect sécurité va être intégré. Et je pense qu'on va arriver à un moment donné comme
à une technologie beaucoup plus sûre. Enfin, les débuts des avions ou bien des voitures, c'était pareil. Hein. Je pense qu'au début, les voitures, personne ne voulait rentrer dedans parce que c'était assez dangereux. Je n'imagine même pas le premier avion. Et c'est comme ça. Au début, donc, on a une technologie qui n'est pas tout à fait rodée, tout à fait terminée. Et plus on avance, ouais, elle va être perfectible. Et puis, on va arriver à à mieux gérer la sécurité, on va dire. Oui, pour nous résumer et résumer cette première partie, l'antimodernisme comme idéologie, ça n'opère plus. C'est un monde qu'il faut apprivoiser, connaître et avec lequel il faut vivre, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut vivre il faut vivre dans son époque, à l'ère du temps. Et aujourd'hui, ça vient avec des dangers, certes. Et souvent, les gens ne parlent que de ça. Hein. Oui, d'accord, il y a des scandales qu'on attend de plus en plus, mais aussi il y a les belles choses aussi que cette Oui, technologie apporte. oui, la Par belle face exemple, d'Internet. voilà, démocratiser l'accès aux soins. Aujourd'hui, on sait qu'avec la health tech, de plus en plus, on utilise ces technologies-là. Lutte contre la fraude, le confort de chez soi, dont on a parlé des studios connectés, les télé connectés qui, dès Oui, qu'on s'installe, automatiquement savent quelle chaîne mettre parce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on regarde. Donc, ça vient avec pas mal de choses maintenant. Hein, ça vient avec des inconvénients qu'il faut mesurer. Mais donc, ce qu'il faut, c'est être dans une posture de pouvoir gérer et contenir ces failles-là ou ces mauvais côtés. Mohamed Moustapha Diouf, passionné d'entrepreneuriat, docteur en informatique de la faculté des sciences de l'Université de Bordeaux 1 en France, directeur associé chez BAMTU, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique et notre invité ce dimanche sur les radios, Mohamed Moustapha Diouf qui travaille avec des experts sénégalais et sûrement non sénégalais autour de la problématique de la donnée au point de mettre au point aujourd'hui un événement qui va mettre au cœur de son programme, la data, la donnée. Nous allons en reparler plus longuement dans la seconde partie. Nous marquons compromis une pause de 25 minutes et nous nous retrouvons tout juste après. E-Tech sur e-Radio. Mohamed Moustapha Diouf, passionné d'entrepreneuriat, docteur en informatique de la faculté des sciences de l'Université de Bordeaux 1 en France, directeur associé chez BAMTU, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique au Sénégal. Et notre invité ce dimanche sur e-Radio. Très rapidement, première question de cette seconde partie. Revenons un peu sur la 5G. Vous insistez beaucoup là-dessus, comme s'il n'y avait pas de 4G ou comme si des 6 et des 8G n'allaient pas arriver. C'est comme si on revient aux années. L'année 2000, en ce moment, on parlait beaucoup de l'année 2000. Et là, maintenant, on a carrément dépassé 2000. On est en 2020. Oui, alors, la 5G, on en parle beaucoup hein, parce que ça va être vraiment ce qu'on appelle un game changer. Ça va changer les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes en train de vivre une révolution. Et ça parce qu'on a une convergence technologique. Donc, il y a les données, il y a l'intelligence artificielle, il y a le cloud Oui. computing, on va en parler peut-être. Oui. Et aujourd'hui, pour permettre à tous ces objets connectés d'être sur le réseau, la 4G ne suffit pas. La 4G ne suffit pas, mais la 4G n'est pas aussi, et ça peut vous paraître invraisemblable, n'est pas assez rapide pour ça. Par exemple, Seydina Ousmane, on va vers une télémédecine. Oui. Mais on y est déjà, la télémédecine, on y est. Peut-être qu'on n'a pas exploité l'ampleur, l'immensité des potentialités, mais on y est presque. Presque. On y est, ça démarre vraiment tout doucement. Oui. Par exemple, le fait que un docteur puisse intervenir sur un patient à distance, faire une opération chirurgicale, il ne faut surtout pas que la machine soit ralentie, que le réseau ait des perturbations au moment de le faire. Et ça, aujourd'hui, la 5G va assurer que le réseau est stable et surtout que la bande passante en termes de vitesse est vraiment énorme. Il n'y aura pas de temps de latence, comme on dit. On ne sentira pas, ça va aller très vite, la vidéo ne s'arrête pas. C'est ça l'apport. C'est ça. Aujourd'hui, donc, l'une des innovations majeures de la 5G, c'est la capacité des équipements qu'on peut connecter. Oui. Donc, et puis aussi, le temps que l'information va prendre pour arriver.
On doit être vraiment en des fractions de millisecondes, l'information doit arriver. Et donc, c'est pour ça que cette 5G-là, bon, tout le monde l'attend profondément parce que ça va venir être un débrideur de la technologie, comme le cloud l'a été. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Comme j'ai l'intelligence artificielle, se base sur des algorithmes. Oui. Et ça date d'il y a longtemps. D'ailleurs, le nom même algorithme vient d'un mathématicien perse du 9e siècle qui s'appelle Al-Khwarizmi. Donc, l'algorithme n'a rien de nouveau. L'intelligence artificielle également, ça date d'il y a, la machine de Turing date de 1936, même avant l'ordinateur. Maintenant, on a des ordinateurs et le cloud computing est venu apporter de la puissance. Donc, ces données massives-là que l'on traite avec des algorithmes pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des machines puissantes pour faire ça. Et le cloud est venu, en tout cas, faire sauter ce verrou-là. Maintenant, il y a un autre verrou qui reste, qui est celle de la connectivité. Oui. C'est ce que la 5G va venir faire. Donc, pourquoi, par exemple, des États américains ou européens ne veulent pas que Huawei déploie une solution? Parce qu'aujourd'hui, Huawei est la boîte la plus avancée dans cette technologie-là. Bien avant devant les Américains, et qui ont un retard. Et ce qu'ils veulent, c'est rattraper ce retard-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette guerre-là, parce que la 5G, qui maîtrise la 5G, va maîtriser l'intelligence artificielle, et donc va maîtriser cette guerre-là, en tout cas, cette problématique des données. Oui, il y a toute une géopolitique autour de la 5G. Nous en avions parlé lorsque nous recevions quelqu'un que vous connaissez sûrement, Mohamed Tidiane Seck, enseignant à l'ESP, ancien directeur général de l'ADIE du Sénégal. Mohamed Seck qui parlait un peu de ces géants autour des enjeux essentiels. Aujourd'hui, l'Afrique, elle ne devrait bien sûr n'être ni pour Huawei, ni pour Washington. L'Afrique devrait voir ses intérêts, mais comment? Ses intérêts, surtout, je suis un africaniste pur. Hein. Oui. On a raté les 3 premières révolutions. Donc, il y a une révolution qu'on est en train de vivre cette fois-ci. Et il ne faut surtout pas qu'on la rate. Parce qu'on risque encore d'être... Je vais citer un peu le professeur Abdoulaye Cissé qui parle souvent de cybercolonisation. Oui. Et certains parlent même de siliconisation. Parce que les GAFAM, aujourd'hui, sont en train de nous coloniser d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faudrait que l'Afrique soit bien représentée et une place primordiale. Ne serait-ce sur la sécurité de ces données, mais aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'enjeux financiers qui sont énormes. Imagine-toi, Seydina Ousmane, en 2022, on table sur 3 900 milliards de dollars. Ça va faire plus de 2 millions de dollars de francs CFA. Oui. Mais est-ce que nos États ne devraient pas se positionner pour aussi prendre part à cette manne financière? Certains États l'ont compris. Par exemple, aujourd'hui, la Tunisie a une politique sur l'intelligence artificielle au niveau national. Et ils sont en train de booster, comme pas possible, les boîtes qui font de l'IA. Et il faudrait qu'aussi l'Afrique subsaharienne également ait ces politiques-là et d'être présent dans cette révolution et ne pas la subir. Oui, mais est-ce qu'on ne peine pas par trop de lenteur parfois? Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est qu'on prend beaucoup de temps sur des questions mineures, alors que la technologie, elle va très vite. Je donne un exemple rapide et vous serez peut-être d'accord. Le Sénégal a accusé quelques lenteurs, par exemple, dans l'opérationnalisation de sa stratégie Sénégal numérique 2025. Il y a eu une rencontre pour tout actualiser et on peine à rendre les conclusions de l'actualisation de ce processus. Mais ça c'est sûr. Beaucoup de pays africains peinent sur l'opérationnalisation de ces textes de loi-là. Vous préférez relativiser en mettant le Sénégal dans un vaste ensemble de retardataires, c'est bien cela? On est en retard, mais ce n'est pas grave parce que d'autres le sont, c'est l'argument? Non, pas du tout. Non, on est en retard et on doit avancer ensemble et très rapidement. Et peut-être pour nous donner un peu de goût au cœur, c'est que ce retard-là des institutions, en fait, le privé va beaucoup plus vite. Et ça, comme d'habitude, en général, l'État vient après, et pour réglementer. Oui, mais c'est l'État qui réglemente. Est-ce que c'est intéressant que le privé va très vite et que l'État traîne? Ce n'est pas dans l'intérêt de toutes les parties. Ah oui, c'est sûr. Il faut que quelqu'un légifère. Mais en général, ça a toujours été comme ça. La loi vient après.
Tout à fait. Une fois qu'on se rend compte que les choses sont déjà parties. Maintenant, moi, depuis des années, je le dis, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est en Afrique. Et c'est mathématique. Hein. Je ne le dis pas par favoritisme, Myriam. On a la population la plus jeune. De l'autre côté, on a une population qui vieillit. Et lorsqu'on parle de nouvelles technologies, en général, c'est chez les jeunes. Et donc, du coup, l'Afrique va jouer un rôle primordial dans l'intelligence artificielle. Et ça, heureusement, les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains l'ont très bien compris. Aujourd'hui, dans l'écosystème, je n'ai jamais vu autant D'engouement, d'envie de la part des jeunes dans cette technologie-là. Et malheureusement, ils sont en train de faire le nécessaire, c'est quoi? De se former. Ce qui manque, c'est le contexte. Et des entreprises comme Bamtou, je pense, ont un rôle primordial, c'est quoi? C'est de donner la possibilité à ces jeunes-là de venir pratiquer cette connaissance-là qu'ils ont pu acquérir des fois seuls, par des MOOC en ligne, ou bien à l'école. Donc, de plus en plus, on le voit, on voit que les choses sont en train de se mettre en place, peut-être sûrement, enfin, lentement, mais sûrement. Les programmes des universités et des écoles d'ingénieurs sont en train de changer. Maintenant, on voit des formations 100% Big Data, bien des formations 100% intelligence artificielle. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Maintenant, donc, du coup, ça veut dire qu'on est en train de former la matière vive. Maintenant, ce qui manque, c'est l'opportunité de leur donner, l'opportunité de pouvoir mettre en place, de mettre en pratique leurs connaissances, mais aussi que l'État aussi doit avancer parallèlement, qui est de mettre en place un cadre juridique pour augmenter tout ça. Ça commence hein, avec la CDP, ils font du très bon travail. Maintenant, je pense que n'importe quel informaticien ou bien société qui est dans le numérique, lorsqu'on met en place l'application, de suite, on pense à aller se déclarer à la CDP. Maintenant, oui, ils sont les gendarmes de la donnée. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'ils soient un frein à l'innovation. Oui, il faut penser à la vie privée des gens. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas aussi que, sous prétexte de tout cela, qu'on soit aussi, qu'on bloque également les initiatives qui sont là pour améliorer la vie des gens. C'est possible. Je pense qu'on peut allier innovation technologique, mais tout en respectant la vie privée des gens. Donc, le Sénégal est en retard, ça, je suis certain. Maintenant, il y a des politiques qui sont en train de se mettre en place. Il faut accélérer le rythme. Donc là, on va mettre en place, le Sénégal a ouvert un centre de calcul, le plus gros de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller plus loin et surtout, donner l'opportunité au privé. Parce que la révolution, ça viendra des privés et surtout des startups. Donc, il faut les mettre il faut les aider. Je salue l'initiative comme l'ADER et puis qui sont en train de faire du bon travail. Mais on peut aller l'initiative Startup Act aussi, c'est dire que l'État au moins comprend cela et est arrivé aujourd'hui à faciliter un peu, disons, l'accès à la technologie. Mais comme on le disait avec Marie Tonian, professeur dernièrement qui vous a devancé devant ce micro, Mohamed Diouf, il faut également ouvrir le marché aux acteurs du numérique et Bamtou en est un. C'est évident. Souvent, lorsqu'on va démarcher des gens au niveau national, souvent les gens nous disent, attends, vous étiez où? Alors que non, on est à Dakar. Donc, nous sommes des Sénégalais, on est une trentaine de personnes dans l'entreprise qui embauchent des Sénégalais. Mais on travaille avec des gens de ce monde-là, comme JC Deco que vous avez cité, qui sont en Europe. On travaille également avec d'autres boîtes, mais parce qu'ils font confiance à la connaissance qu'on a pu acquérir au fil de notre expérience. Donc, il faudrait que l'État également fasse plus confiance à ces entreprises-là et puis leur réserve des parts sur les contrats, les marchés publics pour créer de la valeur. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'au moins, en nous Sénégalaises, les bénéfices qu'on va faire vont être réinjectés dans l'économie. Et puis, surtout, donner un avenir à un jeune. Donner un avenir, c'est quoi? Celui de permettre de travailler et de surtout travailler dans le domaine qui lui plaît bien. Aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, facilement, on peut compter 1 millier de jeunes passionnés par l'intelligence artificielle. Mais est-ce que le marché est là? Mais à défaut de l'avoir, nous, on a fait le choix d'aller chercher à l'international. Oui, et comment travaille d'ailleurs Bamtou? D'abord, d'un point de vue national, est-ce que les gros marchés, vous avez accès? Et puis, bon, je pose d'abord cette première question avant de passer à autre chose. Alors, les gros marchés, non, on aimerait bien y accéder, mais on est patient. On est en train de construire quelque chose sur plusieurs générations.
Et c'est notre mission. On a la chance d'avoir fait ces études-là, de vivre cette évolution-là. Et il faut bâtir l'avenir. Et donc, du coup, on ne se décourage pas. On se décourage pas on commence déjà à travailler avec l'État, avec les grandes entreprises comme Sonatel, Orange, Free, que vous avez cité ici. Et je suis sûr et certain qu'à force de travail, d'autres choses viendront. Maintenant, c'est à nous, hein, c'est à nous aussi de créer ce besoin-là, d'être tout simplement indispensable, de telle sorte que lorsqu'on a besoin d'experts dans ce domaine-là, qu'il ne faille plus prendre l'avion, traverser l'océan, mais qu'au Sénégal, on les a. Et les experts qu'on a au Sénégal n'ont absolument rien à envier aux experts qu'on peut trouver dans d'autres pays. Oui, les experts sénégalais n'ont rien à envier à leurs homologues de l'extérieur, sauf qu'on ne le dira jamais assez. Les gros marchés de l'État sur le plan numérique, du numérique comme l'État civil, ils reviennent aux Occidentaux. Et pas que. Mais ça c'est, on le dénonce, enfin, Bamtou fait partie de Optique. D'ailleurs, je passe un grand bonjour au président Antoine Bom qui n'arrête pas de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et je pense que les choses vont changer, hein. Forcément, les choses changeront. Maintenant aussi, il faudrait que nous, en tant qu'acteurs du privé aussi, qu'on apprenne à faire des joint ventures, être un peu plus gros pour que l'État puisse aussi nous faire confiance. Mais je pense qu'on y travaille avec des organisations comme Optique. Oui, ça peut être intéressant. Vous dites des regroupements de start-up, des regroupements d'entreprises pour être plus fort, c'est envisageable? Ah oui, c'est tout à fait envisageable. Parce qu'aujourd'hui, je prends juste un exemple simple. On parle aujourd'hui de données et d'intelligence artificielle. Là où on va aujourd'hui, ce sont les objets connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit embarquer tout ça dans quelque chose d'utilisable. Donc, on doit faire converger ces technologies-là. Par exemple, Bamtou, nous, on est expert dans tout ce qui est traitement de l'information, données, intelligence artificielle. Mais il y a des entreprises qui sont expertes également dans le domaine de l'électronique. Et il serait intéressant qu'on puisse aussi s'associer pour inventer nos solutions et ne pas attendre d'être encore d'éternels consommateurs de produits finis. Et il y a un travail de recherche et développement que même une start-up doit pouvoir se faire. C'est vrai que c'est compliqué en Afrique. Aujourd'hui, on sait que les start-upers ont la vie dure, hein, mais on doit continuer à travailler, faire de la recherche et puis surtout nous faire confiance et nous associer parce que tout seul, dans son coin, ça va être compliqué de s'en sortir. Est-ce que Bamtou l'a essayé un peu, l'a envisagé d'une certaine manière? Oui, on a des partenaires au niveau local, hein, avec lesquels on travaille et qui, bientôt, je pense qu'on va voir les premiers résultats. Donc là, je vais parler par exemple de DOST, c'est l'université américaine qui est basée à Somone. On est en train de travailler sur un prototype de poulailler connecté. Donc, eux, ils sont spécialistes de l'électronique. Nous, de l'intelligence artificielle et des données. Eh bien, on va mettre en place, on est en train de mettre en place notre savoir-faire commun et puis de sortir ce genre d'objets qui pourront être utilisés au niveau national et même au-delà. Quels sont les secteurs d'activité? On ne quitte jamais la donnée, hein, constatez-le vous-même. Et quels sont les secteurs d'activité qui exploitent mieux les données? Parce que de plus en plus, on parle de marketing digital, par exemple, mais pas que là aussi. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que cette révolution qu'on est en train de vivre touche tous les secteurs. C'est le domaine de la santé, le domaine des télécommunications, le domaine de l'e-commerce, etc. Maintenant, bon, il faut dire que mais il y a des secteurs qui sont plus visibles, voilà, qui en profitent mieux que d'autres. C'est ce que j'allais dire. Donc, en général, c'est le secteur financier, hein, parce que pour vendre un produit ou un service à quelqu'un, il faut bien le connaître. Aujourd'hui, on a la possibilité de mieux connaître le client. Savoir ce qu'on appelle dans notre jargon le KYC, Know Your Customer. Savoir qu'est-ce qu'il a besoin, sur quel canal il faut communiquer avec lui et quand il faut communiquer avec lui. Ouais, donc, c'est un peu une sorte de bout de des temps modernes, quoi. Avec l'intelligence artificielle, on peut arriver à ça. Donc, le secteur financier, les assurances, les banques, donc, effectivement, on profite beaucoup. Le secteur des télécommunications également, surtout au Sénégal, bon, on a une guerre féroce entre nos trois telcos pour le bien-être des consommateurs, bien sûr, et aussi le domaine de la santé. C'est vraiment ces trois domaines-là aujourd'hui qui en profitent pleinement, même si, encore une fois, tous les domaines aujourd'hui sont impactés.
De plus en plus, nous avons des data centers, pour parler français, Mohamed Moustapha Diop, des centres de données. L'ADIE en a un, d'autres structures. Dernièrement, nous avons assisté presque à une guerre des data centers entre différents opérateurs en place, sur place au Sénégal. Est-ce qu'avec cette montée, pour ne pas dire cette multiplicité des data centers, on peut envisager le rapatriement de nos données à l'étranger? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait pertinent d'ailleurs? Alors, je vais commencer par la dernière notion, la pertinence. Seydina Ousmane, il ne faudrait pas qu'on se trompe de guerre. Aujourd'hui, dire qu'on va rapatrier toutes les données qui sont hébergées ailleurs, ce n'est pas possible. De l'autre côté, il y a des données qui absolument ne doivent pas sortir d'un pays, du Sénégal. Oui, c'est vrai j'ai assisté avec beaucoup d'amusement à cette guerre-là. Bon, oui. En général, moi, je connaissais les descendants de Tier 3. Là, j'ai vu même. Vous-même qui venez d'un opérateur au Sénégal, n'est-ce pas? Et certains se disent, comment dire, certifié tiers 5, je l'ai vu. Ça montre que ça bouge. Et il nous faut des data centers, il nous faut des fournisseurs. Et il faut même des data centers privés. Hein. Il faut qu'on en arrive à ça. Mais aujourd'hui, cette technologie-là coûte tellement cher et certains sont tellement avancés que c'est dire voilà, on attend de tout pouvoir faire nous-mêmes pour faire quelque chose, on risque de ne rien faire. Et encore ce retard-là va s'accumuler. On risque de perdre encore, d'être les perdants dans cette évolution, dans cette évolution-là. Moi, je pense que les données, partout où qu'elles puissent être, on peut les sécuriser. Et c'est là où on doit investir. Comment sécuriser nos données? Aujourd'hui, comme Bantou, on est partenaire aussi bien de Google, de AWS, de Oracle et d'Azure. Aujourd'hui, par exemple, oui, ce qui nous travaille lorsqu'on travaille sur un projet data, c'est l'aspect coût. Combien ça va nous coûter? Et on sait que ces données-là, on peut les sécuriser en les mettant sur le cloud. Donc, souvent, les anti-cloud vont sortir l'argumentaire sécurité. Mais encore une fois, se dire, voilà, il faut qu'on héberge tout localement. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire localement? Parce que Azure, ils sont déjà présents en Afrique du Sud. Amazon, ils ont ouvert également des centres en Afrique du Sud. Mais finalement, local, c'est quoi? Oui, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on se trompe non plus. Il y a des données qui sont géographiquement de l'étranger. Souvent, d'ailleurs, l'unité en charge de la cybersécurité à la police s'en désole parce qu'il peut lui arriver de vouloir des preuves et que ces preuves soient à l'étranger. Suivez un peu mon regard affaire de cybercriminalité qui avait fait l'actualité, en tout cas qui faisait l'actualité régulièrement au Sénégal, où quelqu'un faisait du chantage en diffusant des vidéos intimes à partir de l'étranger. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que bon, je comprends ce que vous dites, que des fois, si l'État n'est pas souverain hein, d'un point de vue numérique et les data centers donc sont dans le pays, il peut aller faire une réquisition pour avoir ces données-là. Par exemple, ça va être plus compliqué de le faire. Oui, et faudrait-il qu'il y ait une coopération internationale d'ailleurs en amont? Oui, ça c'est sûr, certain. Mais je pense que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais pour les cas vraiment graves, je pense qu'il y a une procédure qui peut être exécutée. Mais aujourd'hui, comme on le disait dans la première partie, on est hyperconnecté. Mais il faut vivre avec le fait que ces données-là sont hébergées dans le monde entier. Et l'idée, c'est même de même plus se poser la question, ces données-là sont hébergées où? Oui, mais par contre, il y a des données qui doivent rester dans le pays. Par exemple, tout ce qui est données santé, ça, c'est tellement personnel que oui, il faudrait avoir des data centers qui permettent de gérer. Mais on peut mixer les deux, avoir une approche locale et une approche à l'international. Oui, est-ce que ce n'est pas l'heure d'ailleurs de parler de souveraineté numérique dans un contexte, on le sait très bien, où la donnée, par définition, n'a pas de frontières, elle voyage à la seconde près? Oui, enfin, ça dépend. Souveraineté numérique pour qui? Si on parle de souveraineté numérique pour l'utilisateur, ah oui, je pense que là, aujourd'hui, les utilisateurs sont déjà souverains. Grâce à Internet, les gens ont ce sentiment de liberté. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut donner son opinion quand on veut. Ça, c'est une forme de souveraineté, à mon avis. Maintenant, s'il s'agit de souveraineté numérique d'un point de vue étatique, ah oui, ça, aujourd'hui, enfin, c'est plutôt mal parti.
Et depuis les années 2000, les GAFAM mettent de la pression sur les États parce qu'ils ont la donnée. Et ça, je pense que c'est pas près de partir. Donc, une souveraineté numérique pour moi, encore une fois, c'est l'État qui doit mettre en place les politiques et les stratégies pour éduquer la population. Et puis aussi, en tout cas, les données qui sont très, très sensibles, pouvoir les gérer au niveau national et puis surtout pouvoir les réguler. Oui, et même souveraineté numérique, pour vous citer du point de vue de l'usager, est-ce que c'est vraiment simple? Je ne suis pas très, très convaincu parce que si vous donnez vos données à Google, à Facebook, après, ce ne sera pas aussi facile de les reprendre. On parle beaucoup de ce droit à l'oubli, mais on sait très bien que c'est difficilement réalisable. Oui, on y arrive, on y arrive. Enfin, je vais encore citer la SGPD, donc, qui, pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures lois de régulation des données personnelles en Europe. Aujourd'hui, par exemple, une entreprise qui opère en Europe, obligatoirement, tu dois permettre à l'utilisateur de pouvoir de demander ses données. J'ai cité l'exemple de Medtech qui a pu accéder à ces données, donc ça doit être possible. Et puis aussi, avoir la possibilité de demander à ce qu'on efface ces données. Maintenant, est-ce que derrière moi, les entreprises effacent? Mais ça, je pense que ce sera le rôle de l'État de s'assurer que la volonté de quelqu'un, en tout cas, quand je demande à accéder à mes données, que je puisse le faire, à toutes les données en plus, et que lorsque je demande à ce qu'on efface ces données-là, qu'on puisse le faire. C'est possible, mais en général, c'est tellement laborieux en termes de démarche que, bon, en général, les gens laissent tomber. Oui, il faut préciser à l'auditeur Mohamed Moustapha Diouf que le RGPD, c'est pour les citoyens européens, en fait. Il se rapporte à l'Europe et en dehors de l'Europe. Ce n'est pas fait pour l'Afrique. Mais ce n'est pas fait pour l'Afrique. Maintenant, après, comme le Sénégal, par exemple, a la CDP, et en général qui travaille beaucoup avec ces pays-là. Donc, je pense que c'est des modèles sur lesquels on peut se baser. Mais il faudrait aussi qu'on arrive à avoir une RGPD au niveau africain qui sera gérée par tous les pays, conjointement par les pays de l'Afrique. Question que nous avons d'ailleurs posée à Awandia, la présidente de la CDP, la Commission de protection des données personnelles du Sénégal. Un mot avant de nous quitter, Mohamed Moustapha Diouf, invité de ITEX dimanche. C'est votre table ronde qui arrive la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va changer au Sénégal et dans le monde au lendemain de cette table ronde? Je pense que c'est une question difficile. Changer le lendemain, en tout cas, c'est la perception peut-être qu'au niveau national que les gens auront la donnée et de savoir quelle est la puissance de données que ça peut être. Aujourd'hui, un dirigeant sur trois prend des décisions sans avoir les bonnes informations. Et souvent, donc, du coup, comment peut-on définir une politique et une stratégie sans une bonne connaissance de ces données-là? Et donc, on organise le 14 octobre, en effet, une journée, donc qui va se terminer par une table ronde. Mais toute la journée, on parlera de l'intelligence artificielle, de données, de cloud. Parce que notre rôle, certes, on est de privé, mais notre rôle également, c'est de vulgariser ces approches-là. On est en train de mettre en place une couche, une base sur laquelle d'autres vont venir peut-être créer les futurs leaders de l'IA et de big data africains de demain. Et donc, pendant toute une journée, donc on a, tiens-toi bien, 17 sessions. Chaque heure, on a 3 sessions en parallèle. Wow. On va avoir des experts au niveau national. On va avoir, par exemple, des experts au niveau international comme Snowflake, qui est aujourd'hui un système de stockage massif très apprécié. On va avoir des partenaires au Canada qui vont venir. On va avoir des entreprises sénégalaises également. Les 3 telcos ont confirmé leur participation, à savoir Expresso, Free et Sonatel Orange. Donc, je pense pendant une journée, et puis ça sera aussi l'occasion de penser à autre chose que cette pandémie qui est en train de miner nos vies. Et au passage, je souhaite vraiment beaucoup de courage à ces entrepreneurs-là, parce que c'est dur en ce moment-là de garder le cap, mais il faut qu'on tienne bien. Donc, pendant une journée, on ne parlera que de données, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de cloud. Et en fin de journée, on va terminer tout ça en apétose avec une table ronde qui va s'intituler données et intelligence artificielle, comment créer de la valeur en respectant la vie privée. Merci beaucoup Mohamed Diouf. C'est une table ronde qui se fera sans masque pour la bonne et simple raison qu'elle va être virtuelle et elle se fera à distance. Merci beaucoup
Mohamed Moustapha Diouf, invité de ITEC de ce numéro du 11 octobre sur e-radio. Mohamed Moustapha Diouf, docteur en informatique, directeur associé chez BAMTU, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique basée au Sénégal. Vous avez 16 ans d'expérience. Vous êtes passé par Orange, vous êtes passé Orange Côte d'Ivoire, Sonatel, Orange Sénégal. Vous êtes également passé par la SNCF, comme on dit en France, la Société nationale des chemins de fer de France. Merci infiniment à vous d'avoir été notre invité ce dimanche sur e-radio. Merci à l'ensemble de nos auditeurs pour cette fidélité toujours renouvelée à ITEC. Excellent dimanche et excellente semaine.